un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 23 février 2026 et il est 11h30. Figure éminente du combat pour la souveraineté de la Palestine, Madame Leïla Chaïd nous a quittés. C'est un communiqué de presse de la Fédération nationale de la libre pensée, suite donc à la disparition de Madame Leïla Chaïd. La Fédération nationale de la libre pensée, FNLP, éprouve une profonde tristesse à l'annonce du décès de Madame Leïla Chaïd le 18 février 2026. Nous avions eu le plaisir de travailler avec cette combattante infatigable de la cause palestinienne. Marquée par la puissante révolte du peuple palestinien en 1936 contre la domination mandataire britannique. Elle fut cousine également d'un résistant mort durant la Nakba de 1948 lors de l'offensive contre ce peuple menée par la Haganah et l'Irgun. Elle rejoint très jeune, après la guerre des 6 jours de juin 1967, qui débouche sur l'occupation illégale de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, le Fatah de Yasser Arafat, fondateur de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. Après avoir présenté avec succès devant l'université américaine de Beyrouth sa thèse de sociologie sur les camps de réfugiés palestiniens, elle se consacre entièrement à son engagement en faveur de la souveraineté de la Palestine. Celui-ci revêt une dimension internationale à compter de la fin des années 1980. En 1989 et 1990, elle représente l'OLP auprès de la République d'Irlande et des royaumes du Danemark et des Pays-Bas. Elle exerce les fonctions de déléguée générale de l'OLP en France de 1994 à 2005, pour l'essentiel sous les mandats de Jacques Chirac, soutien inconditionnel de Yasser Arafat, qui décède dans un hôpital militaire français en 2004, et opposant à l'intervention anglo-américaine en Irak en 2003. De 2005 à 2015, elle poursuit ce mandat auprès de l'Union européenne. Durant ce séjour bruxellois, elle organise en 2009 le tribunal Russell sur la Palestine, qui entend promouvoir la paix et la justice au Proche-Orient avec le concours de notre ami Pierre Galland, sénateur socialiste de Belgique de 2003 à 2007 et président de l'association belgo-palestinienne, ABP, depuis 1986. Retirée depuis plusieurs années dans le sud de la France, elle reste une combattante de la cause palestinienne et n'hésite pas à exprimer publiquement son opinion sur ce sujet en toute liberté. Ainsi, en 2021, lors de l'hommage rendu à la Maison des avocats à notre regretté ami Michel Tubiana, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, avec lequel elle a beaucoup travaillé, elle fait part de son scepticisme sur la viabilité d'une solution à 2 États, position qu'elle a pourtant défendue depuis des décennies. Elle regarde alors avec intérêt l'idée de fonder un État laïque et démocratique avec 2 composantes. En 2023, face à M. Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France, qui la suit sur ce plan, elle juge effroyable l'action du 7 octobre 2023 du Hamas. Elle considère néanmoins inutile sa condamnation en l'absence de toute réflexion approfondie sur les causes d'un tel événement. Le MRAP rappelle dans son hommage, elle ajoutait encore récemment en octobre 2025 dans l'Humanité, « Le monde entier a les yeux rivés sur les images de télévision et voit des enfants mourir de faim, des personnes âgées semblables à celles sortant des camps de concentration en 1945. La communauté internationale a été d'une lâcheté totale, et j'inclus les pays arabes, les Européens et les Américains. » Fin de citation. Pour nous tous, elle restera toujours celle qui a dit un jour, montrant ainsi sa profonde humanité, « Moi je n'ai pas d'enfants, tous les enfants de Palestine sont mes enfants. » La FNLP s'incline devant Madame Leïla Chaïd et présente son soutien renouvelé au peuple palestinien, aujourd'hui en deuil.
Et donc c'est daté du 19 février. Donc je pensais qu'il était important de commencer cette chronique par ce communiqué de la Fédération nationale de la libre pensée après la disparition de cette grande dame. J'en viens maintenant à vous lire le texte d'un appel qui a été publié dans l'Humanité le 20 février. Affirmer notre antifascisme, le devoir du moment. Romancier, historien, écrivain, sociologue ou élu, 180 personnalités appellent au sursaut contre l'instrumentalisation de la mort de Quentin de Ranc par l'extrême droite, la droite, le gouvernement et les médias dominants, qui cherchent ainsi à instaurer une chape de plomb sur la gauche et à inverser les rôles entre fascistes et antifascistes. Nous vivons des temps dangereux, où le camp du suprémacisme, de l'extrême droite et du néofascisme se trouve en position de force partout dans le monde. La France ne fait malheureusement pas exception à cette vague mondiale. Il s'agit à la fois d'une montée de l'extrême droite institutionnelle, mais aussi d'une extrême droitisation des discours médiatiques et politiques en général, ainsi que de la violence de rue. Nous pouvons affronter ce péril si le camp antifasciste est solidaire et déterminé pour empêcher le pays de sombrer dans le pire. À ce titre, nous sommes à un tournant. Le 12 février dernier, à Lyon, un drame a eu lieu, la mort d'un militant d'extrême droite, manifestement venu participer à une rixe contre des militants antifascistes. La mort violente d'un jeune de 23 ans est toujours inacceptable, et nous sommes toujours horrifiés par elle. Depuis ce drame, nous assistons avec sidération à la tentative d'instaurer une véritable chape de plomb sur la gauche et les forces antifascistes, qu'elles soient institutionnelles ou issues du mouvement social. L'extrême droite, dans toutes ses composantes, a imposé un récit univoque établissant un continuum sans nuance entre les responsables du décès de Quentin de Ranc, l'ensemble des militants antifascistes et la France insoumise. Cette lecture des événements a été reprise sans aucune distance critique par les médias mainstream, le gouvernement et une très grande partie de la classe politique. Laisser ainsi le camp suprémaciste dicter sa lecture des événements est irresponsable. C'est faire le lit de l'extrême droite et aider à une manœuvre qui vise, pour la première fois depuis la libération, à inverser les rôles entre fascistes et antifascistes. Nous sonnons l'alerte. Historiquement, l'extrême droite a souvent instrumentalisé des violences comme celle-ci pour mettre au pas la société. En 1930, la mort du militant nazi Horst Wessel, engagé dans la SA, a été transformée en mythe par Goebbels au service de la victimisation du parti nazi. Bien sûr, cette séquence a sa spécificité historique et on ne saurait la plaquer simplement sur notre réalité contemporaine. Mais plus proche de nous, rappelons-nous comment, aux États-Unis, Trump et les siens ont instrumentalisé l'assassinat de Charlie Kirk pour réprimer les mouvements sociaux et classer officiellement les antifascistes comme mouvements terroristes. Notre devoir n'est pas de crier avec les loups pour accabler le mouvement antifasciste ou la France insoumise. L'urgence est de faire bloc pour d'abord réaffirmer une réalité que montrent tous les chiffres. La violence politique vient d'abord de l'extrême droite. 90% des morts d'assassinats politiques entre 1986 et 2021 sont le fait de ce camp. Depuis 2022, 12 personnes ont été tuées des mains de l'extrême droite dans notre pays. Encore ces derniers jours, des permanences politiques et syndicales, des bars et des lieux de convivialité ont été pris pour cible, faisant plusieurs blessés. Nous devons être nombreux à refuser la diabolisation de l'antifascisme et son corollaire, la dédiabolisation du fascisme. Et donc suit la liste des 180 signataires de cet appel. Je vous cite simplement les quelques premiers signataires. Annie Ernaux, écrivaine, prix Nobel de littérature 2022, Johan Chapoutot, historien, Abdourahmane Waberi, écrivain, Frédéric Lordon, chercheur en philosophie, Bernard Friot, sociologue et économiste, Michael Lowy, sociologue, etc., etc. Ils sont 180 à avoir signé cet appel et vous retrouverez toutes ces informations dans les prochains jours sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée et également les liens qui y conduisent depuis le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr.
Je voudrais maintenant vous lire un appel pour une initiative qui est prise, qui se situe sur le même terrain, pour le 14 mars. Plus que jamais lutter contre le fascisme. Si le sous appelle les premiers signataires à manifester partout samedi 14 mars contre le racisme, les fascistes et les violences d'État. La mort d'un jeune fasciste à Lyon n'y change rien. Il est urgent de s'organiser contre le racisme pour barrer la route au fascisme. La mort d'un jeune fasciste à Lyon n'y change rien. L'offensive actuelle de toutes les franges de l'extrême droite et du fascisme, du RN et Reconquête au groupe royaliste et néo-nazi, ne fait que l'illustrer. Il est urgent de s'organiser contre le racisme et pour barrer la route au fascisme. Nous appelons à construire partout la mobilisation, dans chaque quartier, lieu de travail et d'études, et à manifester dans l'unité sur tout le territoire le samedi 14 mars contre le racisme, les fascistes et les violences d'État. Nous appelons tout le mouvement social et politique à affirmer sa solidarité avec les organisations menacées par les fascistes, en premier lieu la France Insoumise et le syndicat Solidaire, dont les locaux ont été attaqués. En France comme à Minneapolis, nous sommes la majorité. Notre arme est la solidarité et notre force est dans la rue. À Paris, nous appelons à lancer cette campagne par une manifestation pour exiger la vérité et la justice pour El Alsen Diarra, samedi 21 février à 14h au métro Barbès. Voilà, donc je pense que des informations seront publiées sur le site de la Fédération nationale pour compléter donc les informations là-dessus. Voilà. Alors, je complète d'ailleurs pour la marche des solidarités. D'où que l'on vienne et où que l'on soit né, nous vivons ici, nous travaillons ici, nous étudions ici, ensemble. De l'Ariège à Roubaix, de Grenoble à la Bretagne, de Marseille à la région parisienne, de Mamoudzou à Ouvéa, ce sont nos quartiers, nos vallées, nos communes. Nous ne voulons plus laisser ce pouvoir nous réduire à la misère et à la précarité, nous détruire et nous diviser, ouvrir la voie au fascisme. Nous décidons de nous unir, de résister, de riposter et de construire la solidarité comme un moyen et comme un objectif. Chaque fois que l'on s'attaquera à l'un ou l'une d'entre nous, nous nous lèverons ensemble. Chaque victoire des unes et des uns et des autres sera une victoire pour toutes et tous. À la mémoire d'Aboubacar Cissé, malien, sans-papier, musulman, tué dans une mosquée, nous luttons contre l'islamophobie et la négrophobie. À la mémoire de Jamel Benjabala, tué par un militant fasciste, nous nous opposons à la présence des fascistes dans nos quartiers. À la mémoire d'El Hassan Diarra, mauritanien, résident d'un foyer de travailleurs immigrés, tué par la police, nous exigeons vérité et justice pour tous les crimes policiers. À la mémoire de Mamadou Garonké Diallo, guinéen, mort au large de Dunkerque en voulant traverser la Manche pour fuir une OQTF, nous revendiquons la régularisation des sans-papiers et la reconnaissance des isolés. À la mémoire de tous nos frères et sœurs, tués, violés, mutilés, blessés, déshumanisés par le racisme, la police et la gendarmerie, aux frontières, dans les lieux d'enfermement ou dans nos quartiers, faisons vivre partout la solidarité. Dans chaque quartier, chaque commune, chaque lieu de travail et d'études, nous appelons à s'organiser dans l'unité pour se mobiliser dans chaque quartier et chaque commune pour faire obstacle aux rafles policières, barrer la route au RN et à Reconquête et à tous les groupes fascistes, s'opposer au contrôle aux faciès, aux armes et pratiques mortelles et à la présomption de légitime défense pour la police, obtenir le retrait des lois islamophobes, à commencer par la loi séparatisme, exiger la régularisation des sans-papiers, la reconnaissance des mineurs isolés, le renouvellement automatique des titres de séjour, ouvrir les guichets des préfectures et faire de la carte de 10 ans le titre de séjour de référence, abroger immédiatement la loi Darmanin et les circulaires Retailleau, fermer les centres de rétention administrative, imposer l'égalité des droits pour toutes et tous, logement, santé, retraite, école, travail, lutter contre la militarisation de la société et la marche vers la guerre, abolir le décret raciste Bienvenue en France qui augmente les frais d'inscription des étudiants étrangers et restaurer les APL pour les étudiants étrangers. Refuser toutes les formes de racisme et affirmer la solidarité internationale avec tous les peuples qui résistent au racisme, au colonialisme et à l'impérialisme. Samedi 14 mars,
ponctuant une semaine de mobilisation nationale, grève féministe et manifestations du 8 mars, lutte dans l'éducation, semaine noire du 8 au 14 mars, campagne contre l'islamophobie du 7 au 15 mars et veille du premier tour des élections municipales, nous appelons à manifester massivement sur tout le territoire contre le racisme, le fascisme, les violences policières, les crimes d'État pour l'égalité des droits et la solidarité. Et suit donc, par rapport à cette initiative, la liste donc, des premiers signataires, que ce soit donc des personnes individuelles ou des associations et collectifs. Ils sont extrêmement nombreux. Là aussi, toutes ces informations seront présentes sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à un texte qui est rédigé par Alex de Mars et qui aborde la manière dont la laïcité est gérée actuellement dans notre pays. C'est le titre d'un ouvrage, Politique et laïcité, le fossé se creuse. La politique française est en train de vivre une sévère bataille entre les organisations qui se réclament de la laïcité. Le numéro de La Raison de février 2026 permet de se faire une idée du rapport de force. Certes, cette tension n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave et nous allons brièvement essayer de voir comment, pourquoi et avec quelles conséquences. Dans les structures présentes le 6 décembre dernier à Paris, au grand rassemblement marquant la Journée nationale de mobilisation laïque, on trouvait la Vigie de la laïcité, la Fédération nationale de la libre pensée, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, l'Union rationaliste, Solidarité laïque, le Conseil national des associations familiales laïques, Force ouvrière, la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle, Force ouvrière, la CGT, l'Union des syndicats CGT d'éducation nationale, le syndicat Sud Éducation, le syndicat des enseignants UNSA, Émancipation Tendance Intersyndicale, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'Association des Amis de la Commune de Paris 1871, Coudes à coudes, la Marche des Solidarités, l'Association internationale de la libre pensée, Humaniste international, American Unionist pour la séparation. Américains unis, pour la séparation. Pour ce qui est de la franc-maçonnerie, seule était représentée une obédience, la Grande Loge magistrale de Memphis-Mizraïm et son responsable François Boursier. Mais parallèlement, s'est tenue, le même jour, à la Grande Loge de France, une réunion faisant suite à une série de débats à laquelle la libre pensée a donné sa bénédiction. Ce n'est pas le moindre paradoxe de la situation. Seules 2 obédiences spiritualistes sont inscrites dans cette mouvance. Cela montre que cette nébuleuse laïque n'est pas tout à fait homogène idéologiquement, ce qui peut constituer une richesse si les dogmatismes acceptent de baisser d'intensité. Ce qui la caractérise, c'est son combat contre l'extrême droite, le refus des visées séparatistes, la défense du principe école publique, crédit public, école privée, crédit privé. Mais aussi le fait de pouvoir prononcer des mots comme Palestine ou Gaza sans se faire taxer d'antisémitisme. De l'autre côté, on repère, plus ou moins ralliés à la politique macroniste, d'autres organisations et mouvances dont une bonne partie de ce qui reste du courant socialiste, le Comité Laïcité République, la LICRA, plus la mouvance dite du printemps républicain. Une partie de la presse avec Le Point, Marianne et Causeur agissant en tête de pont. Dans ce paysage, la question se pose de savoir où se situent aujourd'hui les principales obédiences maçonniques françaises. Du côté de la rue Cadet, il est encore trop tôt pour savoir si un basculement à droite a bien eu lieu. En tout état de cause, une certaine chasse aux sorcières semble avoir commencé contre des libres penseurs, par ailleurs trotskistes ou anarchistes, pour certains, mais qui étaient en loge depuis des dizaines d'années, sans que cela pose problème, et dont on découvre aujourd'hui qu'ils feraient de l'entrisme. En réalité, et nous prenons l'entière responsabilité de cette hypothèse, le rapport de force entre la gauche centriste et la gauche radicale est transposable sur le front de la laïcité. Malgré ses appuis politiques et médiatiques, la première, centriste, est devenue plus faible en termes de voix comme de militants et de publications. Le capital engrangé par la considérable perte d'influence du Parti communiste a été mangé au fil des années. Ce basculement en faveur de la gauche radicale, sensible dans d'autres pays,
contraste avec ce qui structurait il n'y a pas si longtemps le paysage idéologique français, et cela inquiète fortement les centristes, les poussant à l'attaque quand ce n'est pas à la diffamation. Si lutte antifasciste il y a, elle est dominée par les plus forts, les radicaux. Contester ce rapport de force contre le principe de réalité revient à jouer avec le feu en ne s'inscrivant pas dans une priorité antifasciste. Dans les deux camps, il existe des nuances, mais le fossé se creuse. Le fait que les résultats des diverses élections et la puissance des meetings aient donné aux droitiers une claire conscience de leur faiblesse les énerve. En effet, la question des alliances ou des désistements ne se conçoit pour eux que dans le sens qui leur est favorable. Celles et ceux qui détestent la gauche radicale la rejettent dans l'extrême gauche révolutionnaire alors qu'elle accepte le jeu des élections et la considère comme véhicule d'un nouvel antisémitisme. Mais ils et elles savent pertinemment qu'ils et elles ne pèsent eux-mêmes pas très lourd pour empêcher l'arrivée des néofascistes au pouvoir, d'autant qu'il n'est pas certain que sur le plan de la laïcité, ils ne soient pas très proches des thèses du RN, racisme implicite contre racisme explicite. Comme la question de l'attitude de la communauté juive n'est pas un tabou, nous reprendrons l'exemple de la conférence prévue au Grand Orient de France, à Paris, en janvier dernier, qui nous semble éclairante. Pierre Stamboul, militant de l'Union juive pour la paix, juif, athée et antisioniste, dont le père fut membre des FTP-MOI, mouvement panthéonisé avec Manouchian, et dont la famille de la mère est morte dans les camps d'extermination, devait s'exprimer avec Monique Chemillier-Gendreau, spécialiste du droit international. Il était prévu qu'ils interviennent en réunion publique. À la suite de lettres de francs-maçons à l'obédience, la réunion fut supprimée. Juifs de gauche ou juifs de droite, les premiers n'ont plus droit à la parole. L'extrême droite, en ayant pratiquement terminé avec son antisémitique, nonobstant quelques scories, le fait de déconnecter l'antisémitisme des autres formes de racisme, fussent-elles meurtrières, brouille la frontière avec un RN qui demeure structurellement raciste. L'extrême centre et sa composante laïque, dite parfois saucisson pinard, pour lesquels les Arabes semblent d'autant plus exclus de l'universalisme qu'ils sont essentialisés dans l'islam, sont en fait pris en étau. D'où des crispations qui ne sont qu'une variation sur le trop fameux adage que l'on peut ainsi adapter, plutôt le RN que le nouveau Front populaire. La collaboration est en marche. Et c'est donc la fin de cette contribution qui me semblait importante à vous communiquer. Et puis, je terminerai cette chronique par un texte sur un autre sujet, mais qui est tout aussi important. C'est un sujet sur lequel nous sommes souvent exprimés à ce micro, les crimes dans les rangs de l'Église, par les religieux et également par des laïcs. Et nos amis anglais, avec la National Secular Society, ont engagé un travail extrêmement important sur ces questions, et notamment au niveau de l'ONU, donc où siège Kenwood Porteous-Wood, qui est un grand spécialiste de ces questions. L'ONU approuve les recommandations de la National Secular Society sur les abus commis par des membres du clergé en Espagne. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies demande des réparations pour les victimes et la fin des exemptions religieuses à l'obligation de signalement. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a approuvé les recommandations de la National Secular Society visant à lutter contre les abus commis par le clergé en Espagne. Le comité supervise la Convention relative aux droits de l'enfant, dont l'article 34 consacre le droit des enfants à être protégés contre les abus sexuels. On estime que 440 000 Espagnols, soit 1,1% de la population, ont été victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé ou des laïcs de l'Église catholique. Dans les preuves écrites et des témoignages oraux présentés devant le comité à Genève en 2024, la NSS a demandé la fin des exemptions religieuses en matière de signalement des abus, la création d'un organisme indépendant chargé de faire appliquer les réparations dues par l'Église et la suppression des délais de prescription dans les affaires d'abus.
Les délais de prescription sont des délais légaux dans lesquels une action civile ou pénale doit être intentée. Les victimes d'abus mettent en moyenne 33 ans à se manifester, ce qui signifie que les délais de prescription empêchent souvent les plaintes d'être déposées. Dans ses observations finales récemment publiées, le comité a recommandé au gouvernement espagnol de mettre fin à, citation, « toute exemption pour les membres du clergé de signaler les abus, y compris les abus sexuels, et de déterminer l'imprescriptibilité des abus sexuels commis par le personnel de l'Église catholique et d'accorder les réparations aux victimes. » Le terme imprescriptible fait référence aux droits légaux qui ne sont pas soumis au délai de prescription. La Commission a également souligné le faible nombre de poursuites et condamnations pour abus sexuels commis par des membres du personnel de l'Église catholique. Lobbying religieux pour obtenir des exemptions à la loi sur les abus au Royaume-Uni. S'il est adopté, le projet de loi du gouvernement britannique sur la criminalité et la police supprimera la prescription pour les plaintes pour dommages corporels liés à des abus sexuels sur des enfants. La NSS milite depuis longtemps en ce sens. Le projet de loi introduira également une obligation de signalement. Mais la NSS, National Secular Society, a critiqué le fait qu'il ne prévoit pas de sanctions pénales et qu'il ne s'applique qu'aux abus connus et non aux abus présumés. En 2022, l'enquête indépendante sur les abus sexuels sur mineurs, la SIAZ, a recommandé une sanction pénale en cas de non-signalement d'abus. Elle a déclaré que l'obligation de signalement doit s'appliquer aux abus présumés et qu'il ne doit y avoir aucune exemption religieuse. La NSS continue de travailler avec les parlementaires pour modifier le projet de loi. L'année dernière, la NSS a obtenu du gouvernement l'assurance qu'il n'y aurait aucune exemption religieuse à l'obligation de signalement, y compris pour les abus révélés lors d'une confession religieuse. L'évêque de Manchester, qui siège d'office à la Chambre des Lords, avait fait valoir que les abus révélés lors d'une confession devraient être exemptés. Le docteur Alejandro Sanchez, responsable des droits de l'homme à la National Secular Society, a déclaré « Nous sommes heureux que le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies ait approuvé nos recommandations visant à lutter contre les abus commis par le clergé en Espagne. C'est un premier pas encourageant. Le gouvernement espagnol doit désormais prendre des mesures décisives pour garantir que justice soit rendue aux victimes et aux survivants. En attendant, nous continuerons à œuvrer au niveau national et international pour protéger les enfants contre les abus dans les milieux religieux. » Voilà, donc j'en ai terminé avec ce texte qui me semblait également très important. Et je précise quand même que la National Secular Society, la NSS, que j'ai beaucoup évoqué dans la lecture de cet article, est la libre pensée du Royaume-Uni. Elle est membre de l'Association internationale de la libre pensée. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette chronique et je vous donne maintenant rendez-vous fin mars pour la prochaine chronique du groupe Fred Zeller. Je serai absent de cette chronique donc pendant les 3 semaines qui sont devant nous. Et je remercie, avant de rendre le micro, je remercie Antoine pour toujours sa technique parfaite pour assurer le bon déroulement de cette chronique. À bientôt. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. Elle tient